Bonjour et bienvenue. Je suis Alban Mas, coach carrière, et mon objectif, c'est d'aider 100 000 personnes à trouver leur voie. Pour remplir cette mission, j'ai cofondé la Carte des Talents. Nous proposons des accompagnements en recherche d'emploi, en bilan de compétences. Nous créons des outils comme le test Carte des Talents et nous animons tous les 15 jours une libre antenne dont voici la rediffusion. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans cette deuxième partie de notre épisode sur comment gagner rapidement de l'expérience quand on a besoin de changer de secteur, besoin de changer de métier, envie d'essayer quelque chose de nouveau et qu'on ne veut pas repasser par la case junior. Dans la première partie, on avait évoqué 5 techniques simples, plus ou moins chronophages et plus ou moins chères à mettre en place, la plupart étaient gratuites. Eh bien, on continue avec notre liste avec 5 pistes, 5 axes possibles à explorer. Mon objectif, c'est qu'en écoutant ces 2 épisodes, évidemment, tu ne te dises pas « Oui, il y a 10 idées, il faut que j'essaye les 10 ». Mais s'il y a peut-être une approche qui te ressemble plus, tu peux la choisir et tu peux l'explorer. Et c'est bien pour ça que j'ai essayé d'être un peu complet dans le nombre d'idées à explorer. Donc, sans plus attendre, petit récap de ce qu'il y avait dans notre première partie, au cas où tu ne l'as pas encore écouté. Donc, le premier, c'était le troc de compétences. Le deuxième, c'était la stratégie du cheval de Troie. La troisième approche, c'était le consulting, gratuit ou pas cher. La quatrième approche, c'était la création de contenu accéléré. La cinquième, c'était les certifications vraiment très pointues ou avec un projet pratique. Et on attaque donc à présent de l'idée 6 à l'idée 10. Les 5 idées que je n'avais pas eu le temps de développer. C'est parti. L'idée numéro 6, ce serait un projet personnel public avec un impact qui est mesurable pour les autres. Donc c'est assez proche de ce qu'on avait envisagé avant, mais là l'idée c'est quoi ? C'est de créer un projet de toute pièce et de documenter ce projet publiquement. Et il faut que ce projet il soit dans la vraie vie, il soit sur une problématique concrète, une problématique du secteur, du nouveau métier ou du nouveau secteur que tu vises, et que tu puisses prouver que toi tu as fait déjà quelque chose là-dedans, que tu as identifié une idée, que tu l'as exécutée cette idée, et que tu as des résultats à montrer là-dessus. Je vais prendre 2 exemples très concrets. On va prendre l'exemple d'un homme qui a la quarantaine, qui est un ancien commercial, et qui veut partir vers le marketing digital. Donc dans le marketing digital, il y a toute une panoplie de compétences qu'il n'a pas encore, parce que lui, il est juste, entre guillemets, commercial, et il a besoin de gagner de l'expérience là-dessus pour inspirer confiance et décrocher un boulot en marketing digital, alors qu'il n'y connaît rien. Ici, l'illustration de cette approche par projet personnel, ce serait par exemple de créer son propre site e-commerce, donc d'aller sur Shopify ou un truc comme ça, de créer un projet et de commencer à faire son chiffre avec des pubs Facebook, des pubs Google, des pubs Meta, avec du SEO, avec d'autres techniques de marketing digital et qui réussissent à aller jusqu'à 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros de chiffre d'affaires pour pouvoir vraiment vivre cette expérience de marketeur digital à son propre compte. Et ça peut prendre 6 mois, mais s'il arrive à le faire, ça permet de documenter tout son process, et pourquoi pas le faire en direct sur les réseaux sociaux, via un blog, via Instagram, via LinkedIn, de documenter son expérience. Et quand il sera dans un process de recrutement, ou s'il rédige un CV vers des offres de marketing digital, il pourra écrire, par exemple, au lieu juste d'écrire « intéressé par le marketing digital » ou « en transition vers le marketing digital », il pourra écrire « j'ai généré 250 conversions avec un budget de 2000 euros sur une période de temps et voici mon process, etc. » D'office, ça va montrer qu'au fond, il est déjà un petit peu dans le milieu, même s'il n'a pas encore toutes les compétences. Un deuxième exemple sur le projet personnel public, ce serait par exemple une journaliste, je prends ça de façon un peu arbitraire, qui veut devenir community manager, mais qui n'a pas d'expérience en gestion des réseaux sociaux et de communauté. Elle pourrait créer un compte Instagram et se dire, par exemple, moi, je m'intéresse au zéro déchet en famille. Comment est-ce qu'une famille peut se retrouver à faire du zéro déchet ? Parce que, imaginons qu'elle a des enfants. Et le but, c'est de passer rapidement à un grand nombre d'abonnés, de le faire à son compte, une fois de plus, qu'il n'y ait pas d'argent derrière, ce soit juste qu'elle puisse montrer un jour son compte Insta. Si tu as 15 000 abonnés sur Instagram, et ça peut arriver en quelques semaines ou quelques mois, eh bien forcément, le fait de documenter ça, de le partager et de le montrer le jour où tu veux basculer vers un poste de marketing ou de community management ou de communication, ça permet de combler un manque de compétences par
de l'expérience et de montrer que tu es déjà un petit peu dans le coup. Cette femme-là, elle montrerait qu'elle est déjà un petit peu dans le coup. Et elle pourrait dire tout simplement, voici comment j'ai créé une communauté engagée de tant de personnes avec tel moyen en tant de temps. Et une fois de plus, quelqu'un qui va te recruter, il a besoin d'être rassuré sur tes compétences, mais avant tout sur ton expérience. Et donc, pourquoi cette technique fonctionne? Tu contournes la question de vous avez combien d'années d'expérience? Non, là, tu ne pourras pas dire j'ai 10 ans d'expérience, ni même j'ai 1 an, parce que tu as 0. Par contre, tu pourras transformer cette question en qu'est-ce que tu as créé? Si on dit à cette femme, vous avez combien d'années d'expérience en community management? Elle pourra dire, j'en suis encore au début, mais voilà ce que j'ai créé, voilà ce que j'ai résolu, voilà mes résultats. Et ça parle plus fort qu'un CV et ça fonctionne. Donc ça, il n'y a pas forcément besoin d'un gros budget. Parfois oui, parfois non, ça va dépendre de ce que tu fais comme projet personnel. Tu peux très bien travailler aussi sur de la menuiserie, sur ce que tu veux, bien sûr, il n'y a pas que le digital. Ça va demander quand même au minimum 6 mois pour avoir du résultat, mais ça fonctionne très bien aussi. Ça permet de devenir insider d'un nouveau secteur, d'un nouveau métier et d'avoir des choses à montrer. L'erreur à éviter, ce serait de prendre un projet trop ambitieux qui se finit jamais et sur lequel tu peines et tu galères à avoir des résultats. Vaut mieux un plus petit projet sur lequel tu es allé au bout du projet et tu as un livrable à montrer fièrement et de dire que tu es allé au bout de quelque chose plutôt qu'un projet fantôme qui au final ne sort jamais de terre. Donc là, l'idée, c'est de voir le secteur ou le métier qui t'intéresse, imaginer un projet que tu pourrais mener dans ce métier, dans ce secteur, et de documenter ça publiquement à mesure que tu crées le truc. Et puis, une fois qu'il est fait, ça peut être d'aller pousser des portes pour tenter ta chance dans ce nouveau métier, nouveau secteur. 7e idée, la collaboration intermétier en interne. Ça va être la version corporate d'un gain d'expérience. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer d'avoir un projet parallèle à ton boulot au sein de ton entreprise actuelle, au sein de ton organisation actuelle. Tu es encore en poste, tu te portes simplement volontaire sur des nouveaux projets transverses qui vont toucher ton métier cible. Et tu vas faire ça 5, 10, 15, 20% de ton temps. Donc ça peut être de te rapprocher d'une équipe existante qui n'est pas la tienne. Ça peut être aussi d'imaginer un projet de toute pièce qui te rapproche, qui t'intéresse et que tu veux proposer à ton manager ou aux dirigeants, etc. pour te rapprocher de ton objectif. Une mission transversale. Et ça, c'est génial. On oublie souvent que le poste qu'on occupe est un super point de départ pour évoluer parce qu'il te permet d'avoir un revenu qui est sécurisant et puis de travailler sur du concret qui va être utile à l'entreprise et puis qui va être utile à ton CV. Et le jour où tu voudras partir ou évoluer, l'entreprise, sans trop le savoir, aura co-financé ta montée en compétences et elle aura permis de monter en maturité là-dessus tout en faisant ton boulot à côté. Je vais prendre 2 exemples concrets. Prenons l'exemple d'une contrôleuse de gestion qui veut devenir RH et qui se proposerait pour copiloter un projet de refonte du parcours pour accueillir les nouveaux, le parcours qu'on appelle d'onboarding dans les boîtes. Et on sait que les ressources humaines souvent sont un peu débordées. Il pourrait très bien avoir quelqu'un qui travaille en vente, en contrôle de gestion, en finance, en logistique, qui dirait moi je suis intéressé pour retravailler le parcours d'intégration des nouveaux ou pour animer ou pour répertorier les compétences de la boîte ou autre, bref, un projet en lien avec les RH. Forcément, au bout de 6 mois, elle aura une nouvelle ligne sur son CV, pilotage de projet RH, gestion de projet RH. Et elle pourra mettre des chiffres, amélioration de X% de la rétention des nouveaux entrants parce que blablabla, j'ai fait ça. Elle pourra mettre des mots-clés importants. Et surtout, cette personne-là, elle aura pu collaborer avec ses futurs boss. Si demain, elle veut travailler avec la DRH ou le DRH, elle a déjà travaillé au fond en mode projet avec cette personne. Donc forcément, si une place se libère dans l'équipe et qu'une évolution interne est possible, oui, ça permet de montrer sa tête et de faire valoir ses compétences pour un petit accélérateur interne et un petit pas de côté interne, entre guillemets. Je vais prendre un 2e exemple ici. Prenons un homme qui serait ingénieur production et qui est intéressé par la qualité, l'amélioration continue, la qualité, et qui se porterait volontaire pour piloter un chantier de lean manufacturing ou un chantier interne sur une ligne de production. Au fond, c'est pas vraiment son boulot à la base, lui il faisait que de la production, mais vu qu'il veut faire de la qualité pour la suite de sa carrière, il va mettre une petite coloration qualité en plus. Il va proposer d'aller gagner tel label qualité ou de mener telle mission. Et ça lui prendra potentiellement que une demi-journée par semaine à négocier avec son manager.
Bah voilà. Et puis, imaginons qu'il mène tout ça à bout en quelques mois. Eh bien, sur son CV, il pourra rajouter chef de projet Lean, où il pourra mettre des mots-clés qui sont recherchés par les personnes qui font de la qualité. Parfois même, souvent même quand on démarre ce genre de choses, si le besoin est réel dans la boîte, il arrive qu'on propose aux collaborateurs de leur créer un poste sur mesure pour eux, parce qu'en fait, ils ont créé le besoin. La boîte se développe, telle personne a pris en charge tel projet, il y a besoin d'un temps plein sur ce projet, assez naturellement, hop, on le confie à ce collaborateur-là. Ouais, c'est ce que j'ai vécu avec une cliente qui est partie vers ce qu'on appelle la sustainability dans les entreprises et qui au début s'est intéressée à ça et qui a proposé de mener des projets liés à ça. Et puis au final, on lui a confié un jour purement et simplement cette casquette de Head of Sustainability parce qu'en fait, il y avait de la demande là-dessus, il y avait besoin d'un poste à temps plein. Et évidemment, quand il a fallu choisir la personne qui s'occupe de ça, tous les regards se sont tournés vers la personne qu'il faisait déjà à côté de son job. Cette approche-là, elle est vraiment excellente parce qu'elle est rapide, elle est facile à mettre en place. Elle permet de montrer son dynamisme en interne. Elle coûte rien. Elle permet de rencontrer des gens en interne, des futurs mentors, etc., etc. Et elle permet en plus de mener des projets dans la vraie vie sur des vraies boîtes. C'est pas pareil de dire qu'on a créé un site de e-commerce dans son coin pour soi-même que de se dire qu'on l'a fait pour une boîte qui a un vrai nom, etc. Donc, si tu es déjà en poste et que tu m'écoutes, tu es intéressé pour gagner de l'expérience, privilégie cette piste-là, j'ai envie de dire. Là, je l'ai placée en 7e position de façon un peu arbitraire, mais c'est vraiment la piste numéro 1 pour évoluer vers un nouveau métier, un nouveau secteur. Et souvent, en partant de là où on est déjà, surtout dans les grosses boîtes, on peut faire un chemin énorme pour se rapprocher d'un nouvel univers. En plus, ça permet de tester un métier sans risque et ça fait des lignes sur ton CV qui donnent vraiment de la seniorité instantanée. Parce que si tu écris chef de projet RH dans telle boîte, d'office pour quelqu'un en face, ça veut dire que t'es RH, quoi. Même si ce n'était qu'un projet RH. Voilà, je m'arrête là sur cette piste. Peut-être simplement le temps que ça demande, grosso modo, faut compter quasiment 6 mois, 1 an là-dessus. Parce qu'il y a d'abord le fait d'identifier ce que tu veux faire, puis de le proposer en interne, de réussir à trouver le projet, puis de le mener. Donc, grosso modo, ça va durer à peu près 9 mois, mais ça peut être plus court, plus long. Ça dépend de chacun. Les erreurs à éviter ici, ce serait de prendre un projet un peu trop vite, qui n'est pas complètement en lien avec ce que tu veux devenir, qui te bouffe donc de la charge mentale et ne te rapproche pas de ton objectif. Ça, c'est un petit risque. T'aurais aucune reconnaissance, t'apprends des compétences qui te servent un peu à rien, mais bon, c'est ça qu'il fallait faire, donc c'est ça qu'on t'a confié. Non. Faut rester un peu aux manettes de pourquoi tu fais les choses, pourquoi c'est ce projet-là que tu vas mener. Deuxième risque que je vois, ce serait de passer outre, de faire une petite erreur politique, de passer outre ton manager, outre tes ressources humaines, outre les dirigeants de l'entreprise. Qu'en gros, tu fasses ton truc dans ton coin et que tu poses un problème interne, d'organisation interne, parce que t'as fait un peu cavalier seul. Ici, vraiment, le but, c'est de valoriser ça comme un projet de développement de compétences et non pas comme un désir d'évolution immédiat. C'est de rendre ça politiquement correct pour que ça mette pas trop le bazar. Et puis évidemment, ton manager, si tu dis ça, il va forcément stresser un peu parce qu'il va se dire comment tu vas continuer à faire ton boulot si tu fais autre chose? Donc c'est ici que l'objectif est d'essayer de faire quelque chose qui n'est pas trop chronophage, ou en tout cas qui fait que tout le monde est content et que tout le monde est supportif dans ta démarche. Mais en général, quand un collaborateur a un projet, quand il est plein de bonne volonté sur ce projet, et que ce projet est utile à l'entreprise, tout le monde est content. Parce qu'en général, savoir où tu vas, ça fera toujours plaisir à ton manager et à ton DRH. Et puis ça rassure sur le fait que tu es encore engagé dans l'entreprise et que tu cherches pas à te développer en externe. J'en viens à notre 8e approche, qui serait de mener un audit à froid. Donc ça rejoint un peu le projet de consulting qu'on a évoqué en partie 1. Ça rejoint un petit peu le projet personnel documenté qu'on a évoqué là il y a 10 minutes. Ici, le concept, ce serait plutôt d'identifier plusieurs entreprises du secteur que tu cibles et de proposer une analyse de leurs problèmes et de leur envoyer un rapport d'étonnement ou un rapport tout court d'audit avec des solutions actionnables. Donc, au lieu de mener un projet, la différence dans cette approche, c'est que tu vas mener un audit et au lieu de le faire pour toi ou pour une entreprise ou pour une personne, tu vas le faire pour un panel d'entreprises ou de personnes. Prenons une personne qui serait intéressée par le recrutement, pourquoi pas dans le nucléaire par exemple, en se disant, le nucléaire c'est un secteur en développement,
le recrutement, c'est un métier qui m'intéresse. Ok. Alors que pourtant, elle n'aurait aucune expérience. Prenons par exemple, moi je suis coach carrière et je m'intéresse au recrutement dans le nucléaire. L'idée ici, ce serait de repérer 5 entreprises du secteur, donc 5 startups dans le nucléaire, 5 entreprises dynamiques, 5 ETI. Peut-être pas des grands groupes ici, parce que les grands groupes sont quand même bien fermés. Mais 5 boîtes, voilà, soit des startups, soit des ETI, soit des PME, des boîtes intéressantes dans le nucléaire. J'en sélectionne 5 et je vais vraiment essayer de comprendre comment fonctionne leur processus de recrutement. Je vais analyser leur page carrière, je vais analyser leur process, etc., etc. Et je vais identifier pas mal de points d'amélioration que je vois depuis ma petite fenêtre, quoi. Et je vais essayer vraiment d'être sérieux dans ma démarche et de proposer ensuite, de dire d'aller voir les DRH de ces boîtes-là en proposant un rapport avec des actions concrètes d'amélioration. Et en fait, l'idée, c'est évidemment, je suis pas spécialisé ni du nucléaire ni du recrutement. Donc, je vais pas être un foudre de guerre. Il me manque des infos pour être bon là-dedans. Mais vu que personne ne s'occupe de cette micro-niche, eh bien, mine de rien, si je vais aller voir ensuite un DRH d'une de ces boîtes et que je lui dis, voilà, j'ai fait un audit de votre process de recrutement parce que ça me passionne et parce que ça fait 1 an que je me spécialise sur le recrutement dans le nucléaire et je vous ai fait un audit de ce que je vois de ma petite fenêtre et j'ai envie de vous le partager, est-ce que vous avez une demi-heure ? Rares sont les DRH ou les décideurs qui vont te refuser un partage, un audit gratuit avec un rapport d'étonnement et avec des recommandations concrètes. Et ça peut donner lieu, ensuite à aller pousser ton pion dans cette boîte-là, ou même si tant pis, les 5 boîtes que tu as identifiées, ton audit gratuit n'a pas été suivi de propositions ou de débouchés, ça te permet en tout cas de bien mieux comprendre l'univers et de commencer à avoir un petit carnet d'adresses quand même dans le milieu et d'avancer dans tes recherches. Ça t'a donné au final de l'expérience. Pourquoi ça marche donc ? C'est parce que même si t'es pas embauché, l'effort d'analyse que tu as fait, il va te faire gagner beaucoup de temps, notamment parce qu'il est très ciblé. Et ça remplacera de la formation théorique sur ce qui t'intéresse. C'est une expérience par étude de cas réel, quoi. Et tu démontres ici ta capacité d'analyse et ta compréhension des problématiques d'un secteur. Et parfois, ça ouvre des portes directement, ça c'est déjà vu. Ici, c'est assez court, C'est un format court, ça peut durer vraiment 1 mois. Tu peux très bien faire ça sur 1 mois et hop, aller livrer ton rapport à ces 5 boîtes à horizon 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'erreur à éviter ici, ce serait de faire un travail moyen. Ce serait de livrer un rapport qui déjà, au fond, sur un sujet qui n'est pas très utile à la boîte et qu'en plus ton rapport soit pas très intéressant. Là, en effet, tu te tires un peu une balle dans le pied. Le but vraiment, c'est de ne pas rester en superficialité ou de ne pas être trop généraliste. C'est d'aller chercher vraiment, d'amener de la valeur à la personne qui va lire ton audit. Il faut que ce soit spécifique, actionnable et montrer une vraie compréhension du business ou des enjeux. Mais si tu vises suffisamment niche, si tu vises suffisamment précis ton audit, eh bien tu vas pouvoir amener de la matière de qualité parce que personne ne prend le temps d'aborder le sujet, sauf toi. Et donc si toi tu prends le temps, tu vas forcément amener des choses intéressantes. Et là j'ai pris l'exemple du recrutement dans le nucléaire, mais évidemment ça peut aussi être dans énormément d'univers. Tu peux appliquer cet audit à tout type de boîte, tous les secteurs et tous les métiers. L'important, c'est simplement d'identifier ce qui t'intéresse et d'aller auditer ça et donner ton rapport aux décideurs. Fois 4, 5, 6, 10 décideurs. Et ça va donner des débouchés, forcément. Avant-dernière approche, point numéro 9, ce serait de faire du journalisme d'investigation sectoriel. Donc ici, ce serait d'aller interviewer des leaders du secteur pour les communiquer sur les réseaux sociaux ou via un blog ou via des vidéos YouTube ou via un reportage ou via Instagram ou LinkedIn ou via une newsletter ou via une gazette que tu envoies aux décideurs du secteur ou un podcast ou ce que tu veux. Ici, l'idée, c'est d'aller faire de l'investigation, du journalisme et de poser des questions sur les défis, les douleurs quotidiennes, ce qui empêche de dormir, les décideurs du secteur qui t'intéressent. Je te prends des exemples. Quelqu'un qui serait intéressé par la RSE. On pourrait imaginer, pendant 30 jours, je rencontre 30 responsables RSE et je documente ça sur LinkedIn. Une interview par jour, courte, et je fais ça tous les jours et je fais ça pendant 1 mois. Et à chaque fois, je vais poser la question et à chaque fois, cette personne, elle poserait la question, quel est pour vous le plus gros obstacle à la mise en œuvre de votre stratégie RSE ? Une seule question, quel est pour vous le plus gros obstacle à une stratégie RSE ? Et elle pose cette question à tous les meilleurs acteurs du marché.
Et à la fin, hop, elle s'est fait un réseau d'une 30aine de pros qui ont contribué. Au final, les réponses des uns ont nourri les autres. Elle a une compréhension fine des enjeux RSE, selon différents secteurs en plus, différents types de boîtes. Et il est possible qu'on lui propose des débouchés dans la RSE. Et même si on lui propose rien, elle pourra toujours mettre ça sur son CV et son personal branding aura été nourri à la RSE. En un mois, cette personne, elle vient de gagner une grosse expérience RSE. Deuxième exemple, prenons quelqu'un qui veut aller vers la cybersécurité et qui créerait un podcast, par exemple, ou une chaîne YouTube sur les coulisses de la cybersécurité. Et il va aller rencontrer, pareil, une 30aine de responsables cybersécurité de PME. Et il va leur demander pour eux quelles sont les plus grandes vulnérabilités, par exemple, des entreprises. Et puis il va toujours poser une seule question. C'est important d'être précis sur une seule question fois plein de gens, en fait. Et ce serait, par exemple, quel est votre pire incident ? Et puis hop, il va documenter ça. Quel est votre pire incident et comment vous l'avez géré ? Et puis il va aller poser cette question à 30 responsables de sécurité informatique de 30 boîtes. Mais ça peut se faire très très vite. C'est fun, c'est utile pour tout le monde. Les gens qui répondent à ça, ils sont contents de répondre parce qu'à la fin ils auront le rapport avec les réponses de tout le monde. Les gens qui sont du secteur, ils suivent ce travail journalistique parce que les réponses sont juste intéressantes. Moi, ça m'intéresserait de savoir quel est le meilleur outil des 30 meilleurs coachs de France. Ouais, ça m'intéresserait d'avoir un rapport là-dessus. Le gars qui bosse là-dessus, il aura toute mon attention. Et donc ici, l'idée, une fois de plus, c'est d'aller assez précisément dans une niche, de poser une ou deux questions très smart à des décideurs très influents et de le faire sur une grande quantité de décideurs. Pourquoi ça marche, cette approche ? C'est parce que tu vas apprendre le jargon, tu vas te créer une vraie légitimité. Tu vas pas te faire une expérience pour le coup, mais tu vas comprendre les enjeux, tu vas comprendre le milieu, tu vas rentrer dans le sérail en fait. Et tu vas te faire un énorme réseau. Et tu en sauras plus sur le métier que la plupart des gens qui font ce métier. Par contre, tu n'auras pas gagné en expérience. Là, je triche un peu. Tu auras gagné en notoriété et en compréhension. Donc, tu seras devenu quelqu'un là-dedans. Par contre, tu n'auras pas forcément appris des compétences pratico-pratiques. Tu n'auras pas gagné d'expérience, mais tu auras gagné une légitimité. Et ça peut aller très très vite. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça peut se faire en parallèle d'une recherche d'emploi ou en parallèle de ton travail. Ça se fait au fond assez facilement. Et ça fait plaisir à tout le monde d'être interviewé. Donc cette approche-là, elle est assez facile à mettre en œuvre. Si tu aimes bien discuter, rencontrer des gens, c'est facile et sympa à mettre en œuvre. Et c'est gratuit. L'erreur à éviter, ce serait de poser une question un peu trop bateau. Du style, comment vivez-vous votre métier ? Ou quelle est votre vision de trucs ? Quelle est votre vision de la cybersécurité ? Quelle est votre vision de la RSE ? Non. Là, l'objectif, c'est que comme tout bon journaliste qui prépare un reportage, il faut que ça ait un petit côté un peu scoop. Il faut que tu ailles chercher ici une thématique qui intéresse les gens que tu vas rencontrer, qui intéresse un peu tout le monde et puis qui t'intéresse toi aussi, un truc qui t'éclate et qui éclate les autres, quoi. Pas un truc bateau. Creuse des vrais problèmes, creuse des échecs, creuse des dilemmes. C'est là que tu vas vraiment apprendre. J'en viens à ma 10e et dernière idée pour gagner rapidement de l'expérience, qui est au fond l'idée la plus courante et la plus souvent utilisée, c'est le bénévolat. J'ai demandé en préparant cet épisode sur LinkedIn, j'ai écrit « Donnez-moi des idées, selon vous, de comment on peut gagner de l'expérience rapidement ». J'ai pas eu beaucoup de réponses et la réponse, elle était unique au final, c'était toujours la même. C'était en faisant du bénévolat. Donc, comme sur ce média, j'essaie d'amener des conseils de carrière un peu en dehors des sentiers battus, le bénévolat, oui, mais pas seulement. Le bénévolat, parfois, ça se fait à un niveau qui ne va pas être très utile en termes de compétences. Donc, je propose une approche du bénévolat avec du bénévolat à haut niveau. Et je vais détailler ici l'idée. Le concept, c'est quoi ? C'est d'essayer d'éviter le bénévolat trop terrain, trop pratico-pratique qui te bouffe du temps. Le bénévolat au sens aller distribuer de la soupe, quoi. Le bénévolat qu'on fait parce qu'on veut aider les gens. Ça, c'est du bénévolat très utile, très pertinent. Le bénévolat social et tout, c'est très bien. Mais là, moi, je te parle de comment gagner de l'expérience. Par exemple, si tu es intéressé par l'univers des EHPAD, oui, tu peux aller travailler en EHPAD auprès des personnes âgées, mais c'est pas ça qui va étoffer ton CV. Ce sera bien dans les intérêts et les projets, les centres d'intérêt, tu pourras toujours dire que tu fais du bénévolat en EHPAD. Mais il n'y aura pas de quoi rajouter un vrai paragraphe sur ton CV, quoi. Ce sera juste un peu un hobby, au fond. Moi, je te parle ici de rajouter une vraie ligne dans ton CV, une vraie expérience, dans un nouveau milieu.
Et donc, le bénévolat à haut niveau, ce serait quoi ? Ce serait de viser un conseil d'administration d'une association ou d'une petite structure dans le domaine que tu vises, quoi. D'utiliser tes compétences actuelles, que ce soit le commerce, les finances, les ressources humaines, les opérations, la stratégie, peu importe quoi. Ça peut être tout type de compétences. Mais en tout cas, de partir de ce que tu maîtrises déjà, de ce que tu sais faire, pourquoi pas de ton diplôme si tu en as un, pour aider une structure qui œuvre dans ton futur secteur. Donc en l'occurrence, là j'avais pris l'exemple des EHPAD. Le concept ne serait pas d'aller faire du bénévolat le soir et le week-end en EHPAD, mais d'être, par exemple, responsable administratif de l'association syndicale des EHPAD de ton département. Bon, j'ai dit une grosse bêtise là, mais ça n'a pas la même valeur sur ton CV en termes d'expérience de l'EHPAD que si tu fais juste du bénévolat en EHPAD le soir et le week-end. Je vais prendre 2 exemples comme d'habitude. Prenons quelqu'un qui veut intégrer le secteur culturel. Eh bien, il peut très bien aller comme bénévole pour gérer les tickets d'un événement, ok, ou d'un théâtre, ou d'un concert, ok. Mais ça, c'est le bénévolat tel qu'on le connaît. Ça apportera pas une vraie expérience. Et il peut aussi se dire, attends, moi au fond, je suis du contrôleur de gestion et je m'y connais en compta et en finance et en tableau Excel. Eh bien, je vais rejoindre le conseil d'administration d'un gros festival de théâtre et je vais être trésorier de ce truc-là. Et la notoriété qu'il va en tirer, les compétences qu'il va y apprendre et la ligne sur son CV qu'il va en retirer, elle sera beaucoup plus costaud que s'il est juste bénévole tout bête sur le terrain. Et en 1 an, il pourra raconter des choses. Tiens, j'ai restructuré le modèle économique du festival. J'ai cherché des subventions, j'ai fait du mécénat, j'ai amélioré la billetterie. Il aura non seulement une expérience à raconter, mais aussi des succès à raconter dans ce nouvel univers, qui est l'univers de la culture, mais il aura des trucs un peu plus intéressants à raconter que juste d'avoir géré les tickets lors d'un festival, par exemple. Et travailler à un niveau conseil d'administration lui permettra en plus de rencontrer des acteurs et des décideurs du milieu culturel. Au lieu de connaître des bénévoles, il connaîtra des décideurs. Et ça n'a pas la même valeur. Et demain, peut-être qu'il sera sollicité pour gérer une salle de spectacle régionale, alors qu'à la base, il venait complètement d'ailleurs. Mais en passant par un conseil d'administration d'une association culturelle, en fait, il a augmenté son réseau, son expérience, sa visibilité, et hop, ça lui donne une légitimité pour faire un boulot avec un peu plus d'envergure que simplement du bénévolat, qui, par principe, n'est pas rémunérateur, et donc n'est pas très viable comme futur métier. Prenons maintenant quelqu'un qui est doué en communication et qui serait intéressé par l'univers des entreprises sociales et solidaires. Au lieu simplement de venir aider dans cette entreprise sociale et solidaire à un niveau de terrain, vu qu'elle est douée en com, elle peut peut-être s'occuper de la communication sur les levées de fonds de cette association. Imaginons qu'au bout de 6 mois, elle a réussi à mettre en place une grosse campagne de crowdfunding pour lever 50 000 € pour cette association. Elle va développer des partenariats, elle aura compris les spécificités de la gestion de cette structure, elle se sera fait un nom dans le milieu pour ensuite lancer pourquoi pas sa propre structure ou être embauchée dans une structure qui peut lui proposer un vrai contrat de travail, là où elle ne faisait que du bénévolat en parallèle de son boulot, quoi. Donc pourquoi cette stratégie du bénévolat à haut niveau fonctionne ? Parce que tu peux le faire à côté de ton travail sans te mettre en danger avec ton employeur actuel. Ça fait peur à personne, hein. Si demain tu es salarié d'une boîte et que tu dis que tu rejoins le conseil d'administration d'une ONG en parallèle, c'est ok, ça fait partie de ta vie personnelle, mais ça te permet de comprendre rapidement les enjeux business de ce secteur par le haut. Et ça te permet de réseauter par le haut avec des décideurs. Et ça te fait donc gagner une légitimité par le haut, une fois de plus. Et ça te permettra d'avoir des opportunités plus qualitatives que si tu attaques par le bas. Une fois de plus ici, j'insiste, mon but n'est pas du tout de dénigrer le milieu associatif et le fait de donner de son temps dans une asso. Je dis simplement que ce sont des choses différentes. D'un côté ici, ce que je défends, c'est de donner de la valeur à ton parcours et d'essayer de gagner l'équivalent de 2 ans d'expérience en 6 mois dans un nouveau milieu, versus un engagement associatif qui consiste à donner de ton temps parce que tu as envie de contribuer à un impact social, mais ça n'a rien à voir. L'erreur à éviter dans cette stratégie-là du bénévolat à haut niveau, ce serait de rejoindre une association trop petite. De se dire, j'ai suivi ton conseil et je suis rentré dans le conseil d'administration d'une association que 3 copains ont créée et du coup on est 5. Non, tout le concept ici,
c'était de rajouter quelque chose qui a un peu d'envergure sur ton CV. Si c'est trop petit, trop désorganisé, ou si ça n'est pas assez connu, tu vas perdre tout le bénéfice de notoriété et de montée en compétences et d'envergure que cette stratégie sous-entendait. Donc ici, ça peut être de prendre plus de temps, mais vraiment d'essayer de rejoindre un rôle dans un conseil d'administration d'une asso qui a un minimum d'envergure et qui soit quand même une association connue et reconnue dans l'univers qui t'intéresse. Et non pas un petit boui-boui fait par 3 copains, parce que tu perdras le bénéfice de tout ce qu'on vient de dire avant. Je t'invite à viser plutôt de rejoindre des projets déjà structurés, avec des enjeux stratégiques et avec une certaine notoriété et une certaine visibilité. Voilà, c'était notre 10e idée pour gagner rapidement de l'expérience, sans quitter ton boulot, sans te mettre en danger, et pour essayer d'aller chercher l'équivalent de 2 ans de légitimité ou de compétences ou d'expérience en seulement quelques mois et avec 0 € de budget. J'espère que cet épisode t'a plu. Je fais ici un petit rappel que toutes les ressources que j'évoque dans le podcast sont disponibles dans notre plateforme.lacartedestalents.com. Le lien est en commentaire. Et puis aussi d'annoncer qu'on va bientôt basculer en format vidéo. Et en format vidéo, ce sera sur YouTube et c'est à partir de la semaine prochaine. Voilà, le fait de le dire m'oblige à le faire maintenant. Donc c'est parti. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Merci de votre fidélité à ce podcast. Abonnez-vous, commentez. Les commentaires sont super importants pour m'aider à améliorer le contenu et pour augmenter la visibilité de ce contenu. Vous voyez, ça y est, je commence à parler comme un YouTuber déjà. Donc abonnez-vous, commentez. Et puis si vous voulez retrouver toutes les ressources, on a une plateforme gratuite. Donc allez sur plateforme.lacartedestalents.com. Et si vous avez besoin de coaching, ça, pour le coup, vous savez où me trouver. Allez, bonne semaine, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le partager et à nous laisser un commentaire. Pour poursuivre la discussion, rendez-vous sur albanmas.com et sur lacartedestalents.com pour accéder à notre plateforme de ressources. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de votre carrière.